Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui la base de données photographique dans sa version 2. Donc, dans un premier temps, je reviendrai sur la genèse de la BD Photo NC. Ensuite, Cyril présentera les nouveautés et ses modes de diffusion. Et je reviendrai sur la fin sur les perspectives de ce projet. Alors, concernant la genèse de la BD photo, nous constatons que le premier fichier numérique est apparu en 1999, avec un passage au format SIG en 2000. Avant cela, la gestion de la photothèque du bureau se faisait entièrement analogique, de façon analogique, c'est-à-dire qu'on avait des plans papier et des photos dans une armoire. En 2006, nous avons commencé la dématérialisation des photographies aériennes. À l'heure actuelle, nous avons à peu près 54 000 photos dématérialisées en basse définition sur nos disques durs. Entre 2009 et 2012, le Bureau de la cartographie a réalisé plusieurs demandes auprès de la DTSI afin d'ouvrir l'ensemble de ces photos au grand public via des applications ou un applicatif. Cette demande a été prise en compte en 2013 avec l'apparition de l'application web permettant de télécharger les photographies aériennes dans leur format raster. Il y a un bug. Normalement, ici, vous devrez avoir la nouvelle, la vision de l'explorateur Carto qui devait apparaître. Excusez-moi. On va te remettre la version, peut-être comme ça tu seras plus à l'aise. Excusez-nous. On va remettre là. C'est celle qui est sur la clé. Ouais, la clé, elle n'est pas là. C'est celle qui est là? Non, elle est là. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Désolé. On va continuer. Donc, en fait, vous connaissez tous la plateforme de téléchargement. Hein. Donc, en fait, c'était la vision de la plateforme de téléchargement. C'était pour vous rappeler à peu près ce que je voulais, étayer ce que je voulais montrer. Donc, en gros, depuis l'apparition de cette plateforme de téléchargement, vous pouvez constater qu'environ 2500 photos sont téléchargées annuellement. Donc, ce qui n'est pas anodin. Donc, en 2017, suite à la révision de son arrêté des tarifs, le service topographique décide d'ouvrir une partie de ces données, et plus particulièrement une partie de ces bases de données. La BD photo en fait partie. Et donc, sa mise en ligne a été effective en 2017, et on peut constater que depuis sa mise en ligne, 42 téléchargements ont été effectués. Ensuite, en 2018, après la mise en place du nouvel arrêté des tarifs et les projets engagés par le bureau au niveau orthophotographique, une réflexion de la BD photo est lancée, et je laisse Cyril qui vous présentera cette partie. Ok, donc rebonjour à tous. Et comme vous le disiez, Clifford, au vu des besoins et des limitations de la version 1, on a dû évoluer vers une nouvelle version. Donc on a commencé par faire un inventaire des données qu'on souhaitait valoriser. Donc c'était des données qu'on avait en archive sous format papier ou numérique. On souhaitait aussi faciliter la production d'orthophoto historique, donc mettre en valeur toutes les données ou informations nécessaires à la création de ce produit. Il s'agissait aussi d'améliorer la gestion de nos données, donc rendre la base plus performante pour nous d'utilisation, plus efficace, plus rapide. Et enfin, il s'agissait surtout de faciliter le partage et la diffusion ou toute autre utilisation de cette donnée. Donc on a d'une part modernisé la structure de notre base de données et d'autre part on l'a enrichie autant d'un point de vue quantitatif au niveau de la donnée qu'autant au niveau de la précision. Donc comment le projet s'est déroulé? On a commencé par rédiger les spécifications de contenu de notre base de données. Donc c'est un document qui va vraiment servir de lexique à la base de données, puisque dans une première partie, il va donner toutes les informations générales relatives à la base de données, donc ses objectifs, ses origines, son contexte.
Et dans une deuxième partie qui est plus technique, ce document va faire l'inventaire de toutes les classes d'entités qu'on va trouver au sein de la base. Donc, ces classes d'entités, elles vont être décrites sous forme de fiches. Et ces fiches vont définir tous les objets de chaque classe d'entité. Elles vont lister les attributs relatifs à ces classes d'entités, et elles vont donner aussi des valeurs possibles en tant qu'exemple pour tous ces attributs. Donc c'est un document qui est dynamique. Il va évoluer en fonction des besoins, des discussions et des points qu'on a besoin d'améliorer, et jusqu'à une version qui va être stabilisée. Ensuite, on procède à la rédaction des modèles de données et de domaines. Donc, c'est ni plus ni moins la retranscription de ces spécifications de contenu, mais sous un autre format. Là, c'est un format Excel. Et ces documents-là, ils vont nous permettre vraiment d'automatiser la création en fait, de la base de données via Python. Pour ceux qui ne le savent pas, un domaine, c'est quelque chose qui va nous permettre de restreindre un attribut à une certaine liste de valeurs. Donc là, c'est ce que vous voyez, la petite liste en dessous. Pour l'attribut qui est le propriétaire, on va avoir une liste de valeurs possibles qui est définie dans la liste en dessous et on ne pourra mettre aucune autre valeur. Donc ça va vraiment nous permettre d'éviter toute erreur au moment de l'intégration de nos données. Alors on passe certes d'une V1 à une V2 pour cette base de données, mais il y a des choses qui ne changent pas par rapport à son origine. Donc on est toujours avec un système de géodatabase. On travaille toujours avec le même système de coordonnées qui est du RGNC 91-93. Les mises à jour sont toujours en fonction des arrivées des chantiers cartographiques au niveau du bureau. Et également, les métadonnées qui sont inscrites sur les clichés que vous pouvez télécharger sur le GeoRep sont toujours inscrites de la même façon, c'est-à-dire via l'utilitaire CRI. Alors, concernant les nouveautés, maintenant, au niveau de la structure globale de la base, on passe de 9 classes d'entités pour les centres de photos dans la version 1, avec une classe de polygones qui représentait les emprises de mission. Et à ce moment-là, on n'avait aucun lien entre ces classes d'entités. Pour la V2, maintenant, on va avoir une seule classe d'entités qui va être représentative des centres de photos, avec deux classes de polygones, donc la classe représentant les emprises de mission qu'on avait déjà en version 1, plus une nouvelle classe qui va être les emprises de photo, donc des emprises individuelles à la photo. Ensuite, on aura une nouvelle classe qui est une classe linéaire pour les runs et 3 classes de relations. Excusez-nous. Je reviens après dessus. Ok, alors on va revenir plus tard sur les classes de relations et sur ce que c'est qu'un run. Là, d'un point de vue visuel, on a la structure de la BD photo en version 1. Donc on a l'emprise de mission qui est globale, avec à l'intérieur tous les centres de photos qui sont associés à cette mission. Maintenant, si on regarde la V2, on voit s'ajouter deux nouvelles classes d'entités qui sont les runs qu'on voit s'afficher en rouge. Donc c'est ni plus ni moins que la trajectoire qu'a effectué l'avion pour effectuer ses prises de vue. Ensuite, on a le quadrillage gris là, qui sont les emprises de photos. Donc c'est l'emprise au sol relatif au cliché qui a été pris depuis l'avion. Ok, donc pourquoi on a travaillé avec des classes de relations ? Bien parce que ces classes, elles vont lier nos classes d'entités entre elles et ce lien en fait, va nous permettre de nous affranchir en fait, des relations spatiales. Et en effet, comme vous le voyez au centre, si on fait une commande identifiée sur une entité, là on a choisi une emprise de mission, si on l'identifie, on va pouvoir dérouler des informations qui sont relatives à l'emprise de mission et ensuite toutes les informations de chaque centre de photo associé à cette mission. Et on peut encore descendre d'un étage en déroulant les informations de ce centre de photo en affichant toutes les informations des emprises de photos et des runs associés à ce centre de photo. Ok, donc les avantages et les inconvénients que ça présente, eh bien, au niveau des avantages, ça va réduire considérablement le nombre d'attributs, ça va supprimer des doublons entre les classes d'entités.
Donc tout ça, ça va aussi nous éviter les requêtes spatiales, comme je le disais, et par conséquent, ça va nous rendre la tâche plus facile au niveau de la gestion de la donnée et rendre son utilisation beaucoup plus simple. Au niveau des inconvénients, et là ça s'adresse uniquement aux gestionnaires, pas aux utilisateurs, ça va nous rendre l'intégration un peu plus complexe puisqu'il faudra être un peu plus méticuleux. On ne pourra pas tout intégrer comme ça, il faudra vraiment bien mettre en place ces relations pour que tout fonctionne bien. Au niveau de l'export, ça va être un peu plus délicat aussi puisque quand on va travailler sur quelque chose d'autre que de la géodatabase, on va perdre les relations. Donc par exemple avec du shape. Ok, donc concernant les tables attributaires, pardon, vous voyez apparaître en haut de ces deux tableaux des attributs qui sont en noir. En fait, ces attributs, ce sont des attributs qui n'ont pas changé d'une version à une autre. Ils ont été conservés, même si leur appellation a un peu changé, ce sont les mêmes informations. En vert, on a des attributs qui ont été soit aussi conservés, soit transférés d'une classe d'entité à l'autre. Par exemple, pour les centres de photos, il y a certains attributs qui ont, pour la V2, migré vers l'autre classe d'entité qui est l'emprise de mission, puisque en fait, ces attributs donnaient des informations relatives et communes à la mission et pas à un seul centre. Donc on les a déplacés voilà, pour des raisons pratiques. En bleu, maintenant, vous voyez s'afficher tous les nouveaux attributs qu'on a décidé d'apporter. Donc ça fait une dizaine d'attributs pour les emprises de mission et 18 attributs pour les centres de photos. Toutes ces nouveautés en fait, vont nous permettre d'intégrer beaucoup plus de données et comme je vous le disais au début, tant au niveau de la quantité que de la précision. Par exemple, avant, en version 1, vous avez un attribut qui s'appelait négatif. Cet attribut-là nous disait en gros, est-ce qu'on a un négatif et si oui, ben, on avait un numéro, sinon le champ était vide. Là maintenant, on va avoir des précisions en plus puisque on a un attribut qui va nous dire est-ce que oui ou non on a un négatif, si oui, quel est son numéro et un autre attribut encore pour nous dire si oui, quelle est sa radiométrie. Donc voilà, c'est beaucoup d'informations et de précisions qu'on apporte toujours dans le but de vraiment enrichir et de rendre cette base complète. On va maintenant s'intéresser à un attribut en particulier qui est l'attribut matricule. Cet attribut, en fait, il est formé par la concaténation de plusieurs autres attributs et c'est en fait un identifiant unique qui a été créé et appliqué en gros à chaque cliché puisqu'en fait cet attribut va servir aussi de nom pour chaque cliché. Donc c'est ce que vous voyez apparaître au centre de la diapo. On avait en version 1 des matricules qui correspondaient à, qui étaient par exemple 0, 11 ou 11. Maintenant, en version 2, avec cette concaténation d'attributs qu'on a choisi d'adopter, on va avoir toutes ces informations-là et de façon un peu plus lisible, on a ce 1976 là qui va correspondre à l'année de la prise de vue. Ensuite, on aura la société qui a effectué les prises de vue, puis le numéro du chantier. Ensuite, l'échelle. Alors l'échelle, le 200, en fait, c'est le dénominateur de l'échelle qu'on a divisé par 100. Donc là, on était sur du 1/20 millième. On a pris le 20 000, on a divisé par 100, et c'est comme ça pour toutes les missions de notre base de données. Ensuite, on a la radiométrie, donc PX. P pour panchromatique, donc grosso modo, c'est du noir et blanc. Ensuite, on a le numéro du run et le numéro du cliché. Alors, ces petits x que vous voyez s'afficher, en fait, ce sont des caractères, entre guillemets, jokers, qu'on a adoptés pour conserver une même longueur de cet attribut pour tous les clichés. On est désolé, il y a un petit bug dans la présentation en fait. Cette partie-là, elle ne devrait pas figurer. Non mais attends, j'ai pas fini. Sur celle-là. Ça, c'est là. Ouais. Alors, le matricule, comme je vous le disais, on garde une longueur uniforme et ça va nous permettre plusieurs choses. Par exemple, pour une zone d'étude qu'on a choisi de travailler dessus sur Nouméa, admettons, si on télécharge tous les clichés sur le GeoRep disponibles sur Nouméa, on va pouvoir, par rapport à la version 1, les intégrer toutes dans le même répertoire. Il n'y aura plus Windows qui va nous dire ben non, c'est pas possible parce que vous avez deux fois un cliché 011 parce qu'il y a deux missions. Juste pour vous rappeler, il y a le timing qu'il faut.
Ok. Autre chose, le matricule, c'est un gros plus parce qu'on a sur le nom du cliché toutes les informations nécessaires tout de suite. Donc on aura l'année de la prise de vue, l'échelle, etc. Donc tout est apporté. Alors, concernant la diffusion et le partage de la donnée, on est sur du rappel, ça n'a pas changé. Alors, la base de données est entièrement disponible sur le GeoRep en téléchargement, comme les clichés dématérialisés. La base, elle est disponible en GDB ou en shape. Alors attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les shapes, vous allez perdre les relations. Même si les shapes sont complets au niveau information, on n'a plus ces relations-là. Les JPEG sont aussi toujours disponibles dans la limite de 10 clichés par panier de téléchargement. Les photos Serail, elles sont toujours soumises à convention et donc avec un délai de carence de 2 ans entre leur prise de vue et leur disponibilité réelle. Les consultations en stéréoscopie pour la visualisation 3D sur rendez-vous sont toujours disponibles, enfin sont toujours possibles aussi. Hein. Donc pour ceux qui font de l'urbanisation, de la géomorphologie, l'hydrologie, admettons, ça peut être intéressant de visualiser des photos en 3D via stéréoscope, donc n'hésitez pas. Et dernièrement, les photos aériennes en Full HD, donc la haute définition, est toujours récupérable au service topographique aussi. Alors c'est un produit qui est soumis à tarification. Ce n'est pas le produit en lui-même que vous allez payer, c'est vraiment la prestation pour livrer la donnée. Hein. Dernière chose, l'année dernière, le service topographique a procédé à l'achat auprès de l'IGN de toutes les campagnes de photographie aérienne en HD sur la Nouvelle-Calédonie. Donc ça représente 18 000 clichés hein, en Full HD, allant de 1935 à 1985. Donc ça peut être ainsi aussi intéressant d'un point de vue historique pour ceux que ça peut intéresser. Voilà, n'hésitez pas. Je vais relaisser la parole à Clifford, qui va vous parler des perspectives de la base. Bon, du coup, je vais devoir accélérer un petit peu parce qu'on est un peu en retard. Alors, au niveau des perspectives de ce projet, en fait, c'est que déjà, la BD photo soit en ligne au premier trimestre 2019. On a aussi un grand challenge, c'est de l'enrichir le maximum possible parce qu'on a certaines emprises de mission, pas de mission, pardon, mais de photos au sol qu'il faut recalculer. Donc il faudra du temps pour le faire. Donc ça viendra au fur et à mesure enrichir la version 2. Ensuite, on a un souhait au sein du service, c'est de pouvoir récupérer l'ensemble des collections, qu'elles soient institutionnelles ou privées. Sachant que déjà, au niveau privé, on a déjà récupéré l'ensemble des missions IGN, Serail et US Navy par convention. Et on a déjà démarré des discussions avec la province Sud et la province Nord qu'il faudra finaliser dans l'avenir. Ensuite, vous allez me dire pourquoi on parle d'orthophotographie historique et quel est le lien avec cette base de données. C'est que les attributs qui ont été mis en place dans cette nouvelle version permettent en fait de récupérer tous les renseignements pouvant servir à la réalisation d'une orthophoto. Donc la D3T a déjà lancé un programme d'orthophotographie historique. Donc la première commande a été réalisée en 2017, qui couvre l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie avec la mission IGN de 1976. Ce travail était l'orthorectification de 4648 clichés. Ensuite, dans une deuxième phase, on a lancé une commande qui permettait qui était beaucoup plus précise au 1/10 millième, de la même année par contre, aussi 76, mais qui était plus concentrée sur certains villages. Donc on peut voir, il y a 12 communes qui sont concernées pour environ 845 clichés qui ont été orthorectifiés. Donc ici, vous avez une vision globale de l'orthophoto 76 qui a été commandée. Donc en gris, on peut voir la mission au 1/20 millième sur l'ensemble du territoire. Avec, on n'a pas de pointeur? De pointeur, non. Alors en fait, en haut, vous voyez sur l'IFU, il y a un petit trou, donc il y a une petite zone dans cette mission qui n'a pas été survolée.
Donc, mais en gros, vous avez 99,8% du territoire réalisé en orthophoto historique de 1976. Ensuite, les patchs bleus et mauves représentent les missions au 1/10 millième qui ont été aussi demandées en orthophoto. Donc en bleu, les photos en noir et blanc. Et à notre grande surprise, en 1976, des images couleurs. Donc sur Bélep, sur Poum et sur la partie sud de Nouméa. Ça y est, super. Donc ici, on vous a préparé une petite animation qui permet de voir l'intérêt d'une orthophoto historique. Donc je vous laisse imaginer les études que vous pourriez faire avec ces images. Donc là, on aura un time de à peu près 40 ans entre les deux orthophotos. Donc c'est une petite animation. Voilà. Merci à tous.